Au départ, c'est une initiative de Sophie. En fait, il a plusieurs naissances. C'est une idée de Sophie au tout début, de rendre visible la poésie de Dominique Fourcade. Et ça, c'était le projet. Et je pense que ce qu'il y a de beau dans la naissance de ce livre, c'est que le projet est devenu une improvisation. Et c'est finalement pas du tout ce qui a été projeté. Il s'est inventé, le livre. Et c'est là qu'il est né au jour le jour, en fait, après. Je ne sais pas comment vraiment dire, seconde après seconde, comment les choses ont pris corps, mais tel que je peux le reconstruire, et Sophie et Adrien diront si ma version est erronée, tel que je peux reconstruire les choses, c'est qu'il y a eu un moment où on a pensé faire un livre d'images, reproduisant les œuvres, et par œuvre on entend tout ce qui peut faire poème, aussi bien une chorégraphie qu'un tableau de Cézanne ou la vue d'une rue, ou la vue de Stravinsky parlant en Balanchine, et qui a compté dans mon œuvre, du moins une partie, parce que s'il fallait faire tout, il faudrait 6 volumes. Après, comme l'a dit Adrien très justement, ça a été une improvisation de bout en bout, mais je ne sais pas comment ça a pris corps. Je rappelle des moments, on savait pas, nous ne savions pas où nous allions. Ce que je sais, c'est qu'ils ont, d'abord, Sophie pensait faire une chose seule, je crois, ensuite elle est venue me voir, je lui ai dit, peut-être que moi je suis encore en train de finir magdaleniennement, je veux entendre parler de rien, je suis à la fois exténué d'anxiété et de fatigue, et on verra, mais en tout cas, c'est pas pour moi ce projet du tout. Parle-en à Adrien et voyez si vous pouvez faire quelque chose, etc. Et après, si vous voulez qu'on reparle de ça, il faut attendre que Magdaleniennement soit fini, même soit paru. Le tout a été retardé par le Covid, la sortie de Magdaleniennement. Ensuite, ils sont allés voir Frédéric, qui a dit « mais ce projet me passionne, mais je ne peux pas le faire tel quel, parce que à la maison d'édition, on ne fait pas des livres sur nos auteurs, on ne fait des livres que de nos auteurs. Donc, pour dire les choses les plus simples possibles, il faudrait, et vous me direz si c'est pas comme ça que ça s'est passé, il faudrait que Dominique Fourcade, le dit Dominique Fourcade, soit aussi l'un des auteurs du livre. Donc, on a tous reparlé ensemble et on s'est dit, allons-y, allons-y. Alors, ma circonstance particulière, que je croyais vraiment ne plus jamais être capable de faire un livre après Magdaleniennement. Je l'ai dit il y a plusieurs reprises, j'avais plus de force et plus de désir. Et de toute façon, seul, je n'aurais jamais fait ce livre. Sans eux, ce livre n'existait pas. Je pense qu'il pouvait exister sans moi, il ne pouvait pas exister sans eux. Bon, on s'est mis tous les trois, et là, on s'est jeté à l'eau, vraiment sans savoir où nous allions, et je pense que le livre a été pris par la force de la poésie. Je pense que il y a un moment où la poésie s'est mise en route, elle a dit, bon, vous voulez encore qu'on traite de tous ces problèmes, et bien moi je vais m'y mettre. A dit la poésie de la façon la plus impersonnelle qui soit, comme une espèce de grande entité d'un grand dynamisme qui nous est étranger, mais dans le contact duquel nous, en tout cas, moi, toute ma vie, j'ai aspiré à vivre et à me mettre en disposition pour être en contact, et à leur façon, eux aussi, je crois que je peux dire ça d'eux, mais ça c'est à eux qui le diront bien mieux que moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose s'est mis en route. Et de façon extrêmement inattendue, tout a été improvisé, sauf à un moment très tôt. Vous allez rire, mais à un moment très très tôt, je dis tiens, on pourrait commencer, il faut commencer avec humour. Et on a commencé avec cette carte de moi, tout jeune garçon, membre du Racing Club. Je trouvais qu'elle était amusante et elle faisait sourire, il s'agissait aussi de sourire. Et je me suis dit, et c'est la seule chose du livre qui n'a pas été improvisée, je me suis dit, dès le début, si on commence avec ça, on va finir avec une photo de moi jouant au football avec ma petite fille, avec une de mes petites filles, prise par le compagnon de leur père et le compagnon de ma fille, Rudi Rutenberg. Voilà, le livre va se tenir
entre ces deux pôles. C'est la seule chose, je crois que je ne mens pas, qui n'a pas été improvisée, tout le reste l'a été. Pour la question de la lecture, au départ, je pense dans le projet, il y avait l'idée, c'était sans doute un peu une idée qui m'obsède, c'est comment dire une lecture sans recouvrir une œuvre de ses propres mots, sans que sa propre lecture recouvre l'œuvre. Et du coup, la question de l'exposition, c'est un titre auquel on avait pensé au départ. Mais il n'est pas possible, Dominique Fourcade, une exposition. Bon, c'était complètement impossible, peut-être, surtout à partir du moment où Dominique a été complètement là. Mais cette question d'exposition, du coup, était pour moi vraiment à la fois un mot et puis un geste fondamental. Et puis je crois qu'au tout départ, il y avait quelque chose qui me semblait que quand on est dans l'œuvre de Dominique Fourcade, on ne peut pas découper, passez-moi l'expression, mais en rondelles. C'est pas Dominique Fourcade et la sculpture, Dominique Fourcade et la peinture, Dominique Fourcade et le jazz, Dominique Fourcade et ceci, Dominique Fourcade et cela. Et il y avait vraiment cette envie d'exposer, mais d'exposer dans une mobilité, c'est-à-dire vraiment dans cette circulation permanente. Et ça vaut à la fois pour l'œuvre écrite de Dominique Fourcade, mais aussi les expositions qu'il a réalisées, puis je dirais plus globalement un rapport aux êtres et un rapport à la vie. Et je crois vraiment que c'est un livre à la fois peut-être d'une vie, mais ça ne m'appartient pas de le dire, mais en tout cas c'est un livre de la vie, ça j'en suis persuadée. Voilà. Et donc le projet a évolué sur une pas bonne idée, hein, je ne la dirais pas au départ, mais voilà, il a évolué, je ne sais même pas comment non plus, mais d'échange en échange, tout simplement. Et ce livre, au départ, était conçu comme n'ayant nullement besoin d'un texte. Et moi, je n'ai pas pensé, au départ, qu'il y aurait le moindre texte, du tout. Je pensais qu'on allait faire un livre d'images. Par image, on entend, encore une fois, si on produit un poème, un extrait de Bérénice de Racine, la page imprimée fait image. Et si on produit une photo de Doreen Bacall, c'est une autre image. Mais on est dans le même sujet du grand poème de mon travail. J'ai pas du tout pensé, du tout, qu'il y aurait des textes. Alors, ils sont venus selon des occurrences et des entrées et des nécessités qui se sont imbriquées les unes dans les autres et dont, encore une fois, rien n'était prévu au départ. Je commence par le préambule. Frédéric Boyer a dit, dès le départ, il faut que vous expliquiez un peu ce que vous faites et que vous me l'expliquiez même à l'équipe de POL, de toute l'équipe, qu'elle sache de quoi il s'agit pour ce livre. Et alors, j'ai écrit un préambule, qui s'appelle le préambule Libellule, où j'ai expliqué ce qui arrivait. C'est vraiment des choses qui arrivaient, et non pas ce que nous projetions. J'insiste beaucoup là-dessus. Ce qui arrivait avec cet afflux d'images. Et quel fleuve de passé immédiatement présent, à quel fleuve elles ouvraient, à quel cours de vie, mais à quel cours général de poèmes et de poésie elles ouvraient. Qu'est-ce qu'elles mettaient à jour? Qu'est-ce qu'elles rendaient d'aujourd'hui? Et si c'est pas par jeu qu'on a reproduit la Vénus de Hohlefels qui a 35 000 ans, c'est parce que c'est d'aujourd'hui. Et une des données de ce livre est que le passé est très très présent. Très présent. Très présent. Alors ça c'était le premier texte. Ensuite, il y a eu les légendes. À un moment donné, je ne sais plus lequel de vous deux me dit quand il y a eu la double page avec les 4 reproductions du livre des éditions de Minuit, des livres contre la torture pendant la guerre d'Algérie, et la couverture de Paris Match pour la mort de Matisse, qui nous paraissait à tous les trois absolument évident. Mais l'un de vous deux a dit il faudrait quand même expliquer. Et moi, je m'entends encore leur dire « Ah ben c'est rien du tout, ça va me prendre 2 lignes, j'ai expliqué. » Je me suis aperçu qu'en 2 lignes, j'étais incapable d'expliquer ce qui se passait, et ça a déclenché un registre littéraire auquel je ne m'attendais pas du tout. Et auquel beaucoup de lecteurs, jusqu'à présent, et sur lequel, beaucoup de lecteurs ont attiré notre attention. Ces légendes ont été pour moi l'occasion d'écrire d'une façon dont je n'avais pas écrit jusqu'à présent. Elles sont, si vous voulez, je parle le plus humblement possible, une sorte de révélation littéraire pour moi.
qu'il y avait une façon, comme une autre façon, d'entrer dans le poème de mon travail, en greffant l'événement le plus large, par exemple la mort de Matisse, ou la torture en Algérie, qui sont deux choses dont vous pouvez vous douter que ça a beaucoup compté pour moi, en les greffant sur le particulier d'une vie d'écrivain et d'un travail d'écrivain, les deux, d'une vie et d'un travail qui doit être le mien. Et je me suis aperçu que je pouvais aborder les choses de façon extrêmement concrète, aborder les choses plus générales de mon travail, mais d'une façon très quotidienne, très concrète. Et j'étais étonné, j'étais ravi, et je me suis dit, bon, ben alors là, si j'en fais une, j'ai compris là que ça, j'ouvrais la porte à une chose où il allait en faire, mais où est-ce qu'ils m'ont entraîné, ces deux-là, c'est-à-dire que... Ça, bon, alors, je ne sais pas, là, si je ne parle pas trop, je continue. Bon, ça c'est pour les légendes. Et il n'y a pas des légendes à toutes les photos, loin de là, à toutes les images. Loin de là, mais il y en a quand même beaucoup. Et certaines, du point de départ de 2 lignes, font une page entière, même un peu plus qu'une page. J'ai dit des choses que j'aurais été incapable de dire autrement que dans cette façon-là d'écrire. C'est cette façon d'écrire qui m'a ouvert un nouvel univers. Ensuite, dès la fin et la parution de Magdaléniennement, moi je me trouvais à bout de force totalement au Cap Ferret, au bord de l'Atlantique, et j'ai commencé un poème. Et ce poème, c'est écrit, ma surprise, le fait de renouer immédiatement à chaque fois que je suis devant l'océan, je renoue avec mon enfance pour le meilleur. Parce que mon enfance, comme l'enfance de quiconque d'ailleurs, ne comprend pas et n'implique pas que le meilleur, elle implique aussi le pire. Mais là, le meilleur de mon enfance surgit devant l'Atlantique à chaque fois. Et je me suis mis à en parler. C'était le début du poème Feston, dont j'ai compris, et dont nous avons tous les trois compris, qu'il pouvait courir à travers le livre, sans rapport direct, sauf à de rares occasions, avec les images, et entretenir, encore une fois, en toute modestie, un rapport avec les images du même ordre que celui qu'entretient la musique de John Cage avec la chorégraphie de Cunningham. C'est-à-dire, ils sont inséparables, en même temps, ils sont très distants. Le Cage n'illustre pas la chorégraphie, il n'écrit pas non plus un fond sonore pour elle, ce sont deux travaux distincts et cependant inséparables. Feston a opéré comme ça, comme un furet qui apparaît, qui disparaît, qui ressort. À certains moments il disparaissait, mais je dis on ne le reverra jamais plus. Et à certains moments, bon, son écriture reprenait. Et donc on rajoutait dans le livre. La part d'improvisation aussi, d'abord était que ça revenait, je ne savais pas trop quand ni comment, et puis que eux, deux, et nous trois, disons, nous placions, nous discutions du placement, de la reprise, de la réapparition des pages de furet dans le livre. Voilà. Et dernièrement, et enfin, et après j'arrête, je ne dirai plus un mot de toute cette séance, il y a eu la cantate. Et la cantate, c'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais je dis, bon, qu'est-ce que tu fais là, en plein 21e siècle? Je me sens extrêmement déplacé. Je suis un homme du 20e siècle. Je suis là par prolongement biologique, pas vraiment nécessaire, mais comme c'est comme ça, je suis là. Mais je suis un homme du 20e siècle, dans le 21e siècle. Et donc, comment est-ce que, je me suis dit, mais comment est-ce que tu respires et comment est-ce que tu vis, et comment est-ce que tu peux comprendre et quel commun dénominateur trouves-tu au XXe siècle que tu as vécu tel que tu l'as vécu? Et je me suis mis à réfléchir là-dessus. Et le bilan, c'était que c'était un bilan de désastre et que c'était un siècle de mort. Et que je ne pouvais pas ne pas le dire et ne pas essayer de me situer dedans et ne pas essayer de dire les avatars de tout ça dans mon travail d'écrivain. Et ça a donné la cantate, qui, encore une fois, je pensais tout régler en 2 pages, mais ça a pris un nombre de pages dont j'ai honte.
carrément. Et ça s'est accompagné d'une réflexion sur le roman, qui est finalement pour moi le genre littéraire majeur, en tout cas, le seul genre qui a exprimé le siècle pleinement, et au cœur du désastre, évidemment, le Docteur Zhivago de Pasternak. Donc, j'ai élaboré tout ça, on a découvert en plus des lettres de Pasternak à Pierre Supchinski sur Zhivago, on a découvert l'édition originale de Zhivago en russe, dans un procureur photographique avec le plus grand mal, l'édition clandestine faite par la CIA, et c'est un monument puissamment dynamique du livre, et peut-être la page qui m'émeut le plus, avec celle de la photo que vous avez prise de Paul et moi, l'autre page qui m'émeut le plus, c'est la page de l'emballage de Zhivago. Là. Si vous trouvez une face plus vraie de moi, de mon regard sur le monde, c'est ça. Ce papier d'emballage est bien plus important que la Joconde, bien plus dans ma vie d'écrivain. On ne savait pas si ça allait réussir ou pas, c'est-à-dire on ne savait pas si ça allait être. La condition pour que ça réussisse, c'est que ce ne soit pas un livre d'illustration, effectivement, et que les images se mettent à nous entraîner nous-mêmes dans cette poésie, et pour que le livre soit présent, c'était aussi la condition, et pour aussi que ce ne soit pas un livre, ni une anthologie Dominique Fourcade, ni une nostalgie Dominique Fourcade, ni une récapitulation Dominique Fourcade. C'était pas du tout ça qu'on voulait, disons à quoi on aspirait, mais on ne savait pas non plus quoi faire. Et ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, ça s'est mis en place, et c'est pour ça que le livre a cette qualité de présence, en fait. C'est que on a réussi d'abord à se brancher tous les trois. D'abord, on était en présence, on était ensemble chez Dominique à travailler, puis ensuite il y a eu le Covid, il y a eu cette espèce de moment étrange où il a fallu qu'on soit plus ensemble. Et on a réussi à travailler via WhatsApp, et étonnamment, cette distance a permis qu'on travaille d'une très grande fluidité dans ce qu'on proposait, dans ce qu'on apportait, dans les possibilités de mise en page instantanée. On s'envoyait les choses par mail tout de suite, on regardait, alors ça me plaît, ça, non, ça je décalerai, tout ça. Donc ça s'est fait étonnamment, là, la distance nous a rendu présents d'une manière très originale sur nos téléphones et nos écrans, mais elle a fait un livre qui garde une extraordinaire vivacité en lui. Et donc il fallait que ce soit pas une anthologie nostalgique, et c'est ce qui est réussi, me semble-t-il, c'est le plus réussi, ce qui fait que c'est à la fois un livre sur Dominique et à partir de Dominique, c'est un livre de Dominique à partir de Dominique et de nous trois, c'est un livre aussi sur le poète qui est Dominique, et qui découvre lui-même et qui l'invente, et qui ne savait pas qu'il allait être poète dans ce livre-là et de cette façon-là, à travers notamment l'écriture des légendes et toutes sortes de choses. Et puis c'est aussi un livre sur une poétique, donc en fait il y a constamment les registres de la personne, le particulier Dominique, le poète, et le poète du XXe siècle, mais qui fait aussi un livre au XXIe en fait, c'est pour ça qu'il est quand même présent, et une poétique qui est capable d'articuler tout ça simultanément, mettre ses images, ses plans, Lorraine Bacal, Simon Antaille, des couvertures de livres sur la Shoah, et tout ça fonctionne encore une fois effectivement ensemble, et pas comme des illustrations, c'est-à-dire que le poème se rejoue à chaque virage de page, à chaque fois qu'on tourne, il y a et on a travaillé beaucoup à ça, on l'a parcouru, revu en tous les sens pour voir la possibilité de simultanéité de ce livre. Et c'est ça qui fait aussi que c'est un grand livre moderne. Donc il est à la fois du XXe siècle, du XXIe, et c'est surtout un livre du temps ou de la temporalité moderne, c'est-à-dire de cette capacité d'invention de la présence complètement originale, comme est la grande peinture moderne
et où on ne sait rien à l'avance de ce qui va se rejouer, et Cézanne invente littéralement chaque tableau, et c'est peut-être la seule méthode qui nous a guidés, cette invention neuve au contact même de la présence. Il y a des éléments de biographie, des éléments de ma vie, c'est clair. Et j'étais membre du Racing quand j'avais 8 ans, voilà. Et j'ai joué au football, c'est très clair, et j'étais plongé comme tous les gens de ma génération dans la guerre d'Algérie, et une partie de ma vie se passait à travailler sur Matisse, tout ça était présent dans le livre, et j'ai à un moment de ma jeunesse connu René Char, qui était une rencontre décisive, tout ça est là-dedans, mais apparaît ici et là, et fait écho, c'est mentionné ici, ça revient 20 pages plus loin, sous une autre forme de la même chose, c'est comme des échos d'événements qui n'arrêtent pas d'être entendus, alors que l'événement lui-même est à peine mentionné. Et c'est une chambre d'écho, de façon véritablement très surprenante pour moi, en tout cas. Et je voudrais, j'espère, s'il y a le moindre réussite aussi, que ce soit une musique d'écho. Je voudrais beaucoup que ça garde une harmonie. Ils ont été formidables tous les deux, parce que j'ai eu l'impression que on était le côté indispensable. C'était pour que ça marche, il faut qu'on soit en harmonie les uns avec les autres, mais que eux deux comprennent, ils le savaient bien avant de commencer, qu'il s'agissait de retrouver l'harmonie générale de mon travail. Si harmonie il y a. Mais il peut y en avoir et qu'on ne la retrouve pas, il peut ne pas y en avoir du tout, dans l'hypothèse la pire. S'il y en a une, on peut aussi la perdre, ne pas la retrouver. Et il y a un jeu de harpe constante, de Le ciel pas d'angle jusqu'à la fin de Magdaléniennement, dont moi je sais qu'il est en jeu, en cours, ce jeu de harpiste et de harpe. Mais il pourrait être impossible de le retrouver. Mais il me semble que ce livre l'a retrouvé. Par les biais, les portes, les entrées et les courants d'air et les sorties et les blocages d'un seul coup, de façon franchement très inattendue, très très inattendue. J'en rappelle encore, moi je tenais beaucoup à ce qu'on mentionne l'exposition Poussin, qui était inaugurale dans ma vie, la première grande rétrospective Poussin après la guerre, au Louvre. Et je propose qu'on mette la couverture du catalogue, et à ce moment-là, je vois Adrien qui arrive et qui produit la page de titre du livre de George Orwell, et on se dit tous, top, on les met côte à côte. Et c'est cette évidence-là qu'une seconde plus tôt, avant qu'elle ait lieu, nous n'avions pas planifié, et c'est comme ça qu'a marché le livre, qu'à un moment donné, je voulais, saute aux yeux, évidemment, c'est évident, c'est pas surprenant qu'on reproduise la desserte rouge de Matisse, et Sophie arrive avec le poème de Le Mandelstam, glorieux. Et c'était inséparable d'un seul coup. Et d'un seul coup, c'était inséparable. Et sans Adrien et sans Sophie, ben, il n'y avait pas cette double page. Évidemment, sans moi non plus. Mais donc, j'essaie d'expliquer à quel point ça a été constamment. Puis après, il y a eu des discussions. Je n'étais pas d'accord que les faire de soi. Des propositions de moi qui sont âprement refusées. Non, je plaisante, mais en gros, oui, pourquoi pas. Et c'était inquiétant aussi. Pendant ce temps-là, on faisait ce qu'on appelle des rapports d'étape à la maison d'édition, à Frédéric Boyer, qui à la fois était enthousiaste, en même temps, évidemment, les coûts du livre, la difficulté de réalisation montait, croissait, allait croissant, donc l'excitation à l'intérieur de la maison croissait, mais l'angoisse de pouvoir le faire ou pas allait croissant aussi, donc c'était un péril de se dire est-ce qu'on va pouvoir le faire dans la pratique, parce que ces choses-là, elles ont des difficultés techniques, ça n'a pas été du tout un livre facile une fois qu'il a fallu vraiment le composer avec Anthony, sans elle évidemment, là aussi elle est quatrième auteur ou autrice du livre, mais c'était très difficile à faire, on a mobilisé son énergie pendant énormément de semaines et de semaines et de semaines à l'intérieur de la maison, puis ça entraînait des coûts considérables,
On a essayé de réduire au maximum tout ce qu'on pouvait. Donc, il y a aussi ces contraintes, c'est-à-dire il y a une totale liberté d'inspiration, totale, qu'on ne peut connaître, à laquelle on ne peut donner libre cours que dans une maison comme celle-ci, chez POL. Et en même temps, il y avait des contraintes pratiques, matérielles que tout le monde rencontre dans la vie. Donc, moi, j'étais, je pense que nous étions tous les trois, jusqu'au bout assez angoissé de savoir si ça allait passer, si le train allait pouvoir entrer en gare, quoi. Même la dernière page est improvisée. Comme il nous restait, quand il nous a expliqué qu'il y avait un cahier, il restait 4 pages qu'on n'avait pas prévues, donc on a mis la page des tourneaux, que tout le monde remarque maintenant. La murmuration des tourneaux, le vol des tourneaux, qui en plus évidemment quelque chose de constante de ma vie, ça. Son blanc du 1 n'est que ça, le livre. Moi j'avais peur, j'ai encore aujourd'hui peur, pour 2 raisons. C'est que je me sens extrêmement exposé, je me sens extrêmement mis à nu. Quand je vois une double page comme celle de la couverture de Match pour la mort de Matisse, et à gauche, la couverture des 4 livres de Si courageux de l'édition de Minuit contre la torture, que je vois ça côte à côte, je sais que c'est ma jeunesse, et je suis à nu. Je ne peux pas être plus à nu que ça. Donc en ce sens, c'est totalement autobiographique. C'est 2 images totalement autobiographiques. C'est comme si on montrait mes amours et mes terreurs, mais là, et mes engagements, et dans une fragilité totale de citoyen, d'écrivain, d'amant, d'athée. Je suis fondamentalement athée, c'est-à-dire au sens où je pense qu'on ne doit déifier rien, et surtout pas l'art, et surtout pas l'écriture, et que l'écriture, c'est on nage dedans comme dans un océan, et non pas on s'agenouille devant elle comme si on allait à l'église. Cet athéisme d'écriture, je pense que cet athéisme de rapport à l'art, je pense que le livre l'expose très très bien, ça. Très très bien, avec une grande sobriété. Je tiens énormément à ça. Quelque chose qui est très anti-Malraux, si vous voulez. Et anti, au fond, et aussi anti-historien d'art, disons. Les deux. Malraux, c'est dans un pôle de la déification des historiens d'art à l'autre. Et non, moi je nage dans l'océan. Je fais comme je peux. Et on est complètement retourné. Juste peut-être revenir sur le travail à 3. C'était pas 1 + 1 + 1, je crois. Quand on travaille à 3, d'abord, enfin moi j'aime beaucoup parce que ça évite tout face à face aussi, tout rapport frontal. Je trouve que 3 c'est très beau, justement. Il y a toujours un effet de décalage. Ça m'a beaucoup plu. Et puis il y a peut-être, je ne sais pas si je peux dire tout à fait comme ça, mais il y a quelqu'un qui arrive, qui n'est aucun de nous 3 et qui n'est pas l'addition de nous 3, mais qui émane du 3 et surtout le 3 n'est pas non plus un chiffre, enfin, c'est pas clos sur nous 3. On a parlé d'Anthony, évidemment, dont le travail a été indispensable. Effectivement, c'est 3, mais aussi 4. Et puis, c'est beaucoup autour à la fois ceux avec qui on a échangé, des gens qui nous ont donné des choses, la maison d'édition, et puis tout un tas d'êtres dont on n'a pas, voilà, qui sont là. Et on était vraiment dans un travail de la poésie, dans ce rapport-là à d'autres êtres de poésie, que ce soit une œuvre, mais aussi une personne ou un événement, mais qui ne relevait pas du culturel. Et ça, c'était vraiment pour moi essentiel. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans ce rapport inventé à notre époque, qui s'appelle le culturel, et qui est à la fois quelque chose qui m'effraie et quelque chose que je n'aime pas. Et je crois que le livre travaille dans la même direction, c'est-à-dire, et ça pour moi c'est vraiment important. Et si je peux encore ajouter quelque chose. Adrien comme Dominique ont parlé du son, de la musique. Et moi ça m'est vraiment apparu là, une fois le livre fait.
C'est-à-dire, c'est... Bon, Dominique écrit à un moment hein, dans Feston qui regarde en temps et en relisant le livre, ou en le lisant plutôt pour la première fois, ça m'a tout à fait frappé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sons dans ce livre, vraiment beaucoup. Et que c'est lié à la fois, je pense, à un travail de synchronisation, désynchronisation constante, et dans cette espèce de décalage qui produit de la vibration, et puis sans doute aussi dans le travail à trois. Parce que je crois qu'on n'avait pas le même rapport, justement, à chacune des choses qui arrivaient. Et ça produisait cette vibration. Et on n'était pas en maîtrise, y compris dans ce qu'on pourrait appeler le montage du livre. C'est pas un endroit de maîtrise, le montage. C'est un endroit d'improvisation et très concret, comme disait Dominique. C'est-à-dire, c'est très pratique. On ne sait pas ce qui a lieu avant que ça soit fait. Et même quand c'est fait, on ne sait pas tout à fait ce qui arrive. Et le montage, c'est une forme d'écriture ou de parole. Mais c'est de la parole parlante. C'est pas de la parole qui vient parler ou rendre compte de quelque chose qui serait déjà là par avance. Voilà. La poésie commence bien avant la formulation complète de l'ensemble de mots ou du mot seul. Elle commence bien avant dans une anté-articulation, dans une anté-formulation. Les choses commencent juste seulement de s'agglutiner et de rôder en nous. Et que, enfin, du moins quand je suis seul, je me murmure, je suis comme un bébé qui dit des bribes de choses, je me dis à moi-même des bribes de choses qui s'assemblent, qui reviennent. Parfois je m'affole parce que j'ai trouvé quelque chose et puis je suis dans la rue, je ne peux pas noter où il pleut, où il faut que je rentre chez moi à toute allure pour ne rien perdre, d'une espèce de pré-articulation pour appeler le babil, ou de quelques de bribes, d'éclairs entre des choses qu'on aurait pu croire très éloignées les unes des autres, qui d'un seul coup, dans l'évidence qu'elles s'épousent, ou qu'elles ont besoin de se croiser, ou de se chevaucher, ou de se cogner, ou de se tâter, ou de se sentir, et de se palper. Puis ensuite, il y a des décharges électriques, parfois de répulsion, et de tout ça dans la langue. Parce que dans mon travail, moi, c'est l'effet de langue. Mais j'écris des sons, je suis dans le son à ma façon à moi, et évidemment pas avec l'ambition et le degré de réussite des musiciens. Mais n'empêche que je travaille des sons. Que si de temps en temps, de ce travail des sons, naissait dès le départ, un début de musique, évidemment ça serait merveilleux. Et ça ne peut pas se vanter de l'avoir accompli. Mais on doit dire que c'est là-dedans qu'on est. De toute façon, quand on entend les étourneaux, ça n'est aussi que ça. Hein. Et plein d'autres choses. Le battement d'aile d'une libellule, qu'on est seul dans une pièce avec elle, on se dit qu'on a à la fois un modèle inaccessible, un extraordinaire degré d'accomplissement vibratoire, sans qu'il y ait à donner le moindre sens. Et moi j'aimerais, évidemment, les musiciens ont cet avantage sur nous qu'il y ait des sons sans sens, et nous non, on a un devoir de sens. On ne peut pas livrer sur une page quelque chose qui n'est pas de sens, mais on doit s'arranger à ce qui n'est pas d'histoire, à ce qui n'est pas de récit, à ce qui n'est pas de finalité, à ce qui est juste un événement sonore plein de sens. Et ça commence dès le babil de l'adulte, du très adulte qu'on est. Je pense qu'un enfant qui naît est instantanément un adulte, c'est très curieux. Et qu'un poète qui meurt n'est pas loin de... S'il a bien fait son travail, il n'a jamais quitté des vibrations propres à l'enfance. Propres à l'enfance du son, propres à l'enfance de la captation, propres à l'enfance de l'éclair,
Donc le livre est aussi sur le fait que il n'y a pas de jeunesse, il n'y a pas de vieillesse. Il n'y a que des vibrations. C'est sa multiplicité de registres sonores, ce qui permettait, ça offre une écoute de la poésie de Dominique sur beaucoup de strates simultanées, avec non seulement son écriture elle-même articulée d'au moins 3 manières différentes, entre Feston, la cantate, les légendes, mais la qualité sonore, comme disait Sophie, de chacune de ces images, et qu'on a dû écouter longuement en les regardant ensemble, et qu'on plaçait tantôt avec évidence aussi, comme disait Dominique, ça nous apparaissait comme une évidence, et parfois on voyait telle chose avec autre chose, et on a composé ça ensemble. Cette qualité sonore, elle rend présente, me semble-t-il, et pour moi c'est un des énormes enjeux de ce livre, rendre présente cette grande poésie au présent. Voilà. Pas, encore une fois, pas comme quelque chose de récapitulatif. Moi je me suis embarqué avec Sophie, avec Dominique, parce que cette écriture a changé ma vie quand j'avais 20 ans, avec la voix de Paul Celan et de George Opel, et je voulais que ce soit visible, ça, que ce soit audible, et comment cette écriture peut changer la vie de quelqu'un. Et je crois que le livre a cette capacité de déflagration, et que la poésie de Dominique fait ça, et que le livre à cette déflagration poétique instantanée. Ça, il a une qualité d'instantanéité poétique extraordinaire. C'est clair que c'est une chose que j'ai toujours éprouvée, toujours, mais dès le plus jeune âge, un sentiment d'immense gratitude quand je visitais l'exposition Poussin, je ne sais pas si j'avais 20 ans ou peu importe, j'avais une immense gratitude à Poussin d'avoir fait ça, à la vie, qui me donne l'occasion de voir une pareille exposition, à la chance que j'avais de pouvoir en percevoir quelque chose, évidemment pas tout, mais quelque chose, et j'avais envie tout le temps de faire une déclaration d'amour. Voilà. Déclaration d'amour, quand je voyais l'équipe de Hongrie jouer au football, je me suis dit, mais la vie est absolument merveilleuse. Et cette déclaration d'amour, elle perdure d'abord aujourd'hui, et elle s'est maintenue tout au long, même dans la pleine respiration des désastres, puisque j'ai dit, et je maintiens, que le XXe siècle est un siècle de désastres, mais n'empêche que j'ai un amour de la vie et un amour de pouvoir, d'avoir pu incorporer les désastres, et un amour même vécu dans un temps où il y a eu des gens pour les dire, ces désastres, puisqu'ils ne pouvaient pas ne pas exister, il y a quand même eu des gens pour les transformer, les combattre, survivre, les formuler, même si vous voulez les plus beaux discours du général de Gaulle par exemple, j'en rappelle, les vivait comme des poèmes, dans la grande époque de la résistance, qui quand même était tellement absolument déterminante pour ma vie, même si j'avais 7 ans quand tout ça s'est terminé. Et ça s'est jamais terminé. Et c'était aussi le sentiment qu'à chaque grand événement, il fallait une parole. Les grands discours politiques de Gaulle, notamment l'appel du 18 juin, c'est une parole. Les grands discours de Churchill, c'est une parole. Une grande parole politique. Une parole politique qui ne peut être une grande parole politique que parce qu'elle est une grande parole poétique. Et moi, j'avais affaire, et je pense que les grands poètes, que je ne saurais me comparer, mais si on fait de la poésie, on aspire au plus grand. Ce qui ne signifie pas qu'on croit qu'on est parmi les grands. Il peut y avoir d'exercice de tout ça que dans une perspective politique, que dans une perspective de la société dans laquelle on vit, et sans que ce soit teinté d'une permanente déclaration d'amour, laquelle s'accompagne
on nous appelle le dire, d'une permanente demande, mais est-ce que vous m'aimez? Je me rappelle, on se rappelle tous parce que je crois que chacun de notre côté nous avons vu Pierrot le Fou de Godard. Et dans Pierrot le Fou, il y a une séquence complètement inattendue de Raymond DeVos qui fait un sketch fabuleux avec Belmondo qui blottit dans un coin de l'écran et qui l'écoute sans dire un mot. Et Raymond DeVos fait un sketch sur le thème « Est-ce que vous m'aimez ?» Il prend la main d'une femme et puis il la caresse, et certaines femmes, on caresse leur main, le dessus de leur main, on la laisse gommer. Et d'autres femmes, c'est mieux de retourner leur main et de le faire dans l'autre sens. Alors d'autres DeVos fait ça de façon inoubliablement poétique, inoubliablement juste, inoubliablement amoureuse, fragile, à la fois comme une déclaration d'amour et comme une supplique d'être aimé. Je lis Les Fleurs du Mal. Pour moi, toute ligne des Fleurs du Mal, tout vers de Baudelaire est une demande. Est-ce que vous m'aimez? Baudelaire demande constamment ça. Constamment. Rimbaud a l'air de pouvoir s'en passer, mais il demande aussi. Il demande la même chose. Et ça, cette dimension amoureuse de mon travail, elle est claire pour moi, que le livre, vous m'avez fait chercher, la transcrit, la proclame à toutes les pages. Quand on voit la double page de Dominique Merci, ensemble, que le poème de Dominique Merci a pris corps, et c'est une déclaration d'amour. Pour comprendre mon travail, c'est que je suis à la fois quelqu'un capable d'aimer, d'absorber et d'avoir un besoin intense du travail de Dominique Merci, en même temps que j'ai un besoin intense du travail de Merce Cunningham, et on ne peut pas faire plus étranger. Mais oui, les deux pages de Dominique Merci, c'est une vraie déclaration d'amour. Vraie, pure, forte. Les plus belles déclarations d'amour, pratiquement, elles s'adressent à personne, elles s'adressent au monde, dans n'importe qui est une incarnation. Dominique Merci, c'était, il est toujours vivant, dit merci, mais je crois qu'il ne danse plus. Bon, je ne vois plus pour la compagnie pour Pinot Gauche. Un soliste extraordinaire, un des plus grands danseurs de sa génération. Et ce que Pinot Gauche savait, c'était que son seul dynamisme, sa seule inventivité sur scène entraînait toute la troupe. Toute la troupe, de puissance, de rythme, de ce qui anime, de ce qui fait la beauté de la vague d'un océan. Moi, je ne peux pas concevoir la pratique de l'écriture, qui est une pratique d'une grande solitude, et que la solitude est une condition absolument indispensable à ce métier-là, mais je ne peux pas non plus la concevoir comme n'étant pas un moteur général pour tout ce qu'elle touche. Un dynamisme général. Un poème dynamise le monde. Un mot sur une page. J'ai l'ambition, par exemple, la 4e de couverture de ce livre, de notre livre, dynamise non seulement l'ensemble du livre, mais dynamise les librairies dans lesquelles le livre va être. C'est ça. C'est ça le travail. Mais est-ce que c'est Dominique? Est-ce que c'est la poésie qui... La poésie se propage. C'est un phénomène qui a besoin de se donner, de se propager, et qui quand elle touche quelqu'un, le transforme, et lui transforme sa perception, son être au monde. Et c'est pour ça qu'on voulait que... Enfin, moi, je rêvais quand Sophie a suggéré ce livre, je souhaitais que ce soit ça, c'est-à-dire un livre qui ait cette capacité de transformation à l'image de ce que j'ai reçu les premières fois que j'ai lu il y a 25 ans des textes de Dominique. Donc effectivement, chez Dominique, il y a ça de manière extrêmement forte, généreuse, amoureuse, comme il vient de le dire. Parce qu'il y a ce contact dans la vie même du poème, et de la parole, et du fait qu'une parole parlante, c'est un jaillissement perpétuel.
Donc c'est Dominique, mais c'est la poésie, c'est Dominique pris dans la poésie. Parce qu'encore une fois, c'est pas un jeu, il le dit, il en parle dans Feston, il y a des pages là-dessus sur le fait que c'est pas un possessif, c'est pas donc c'est un autoportrait, mais on s'y est mis à trois, comme dit la quatrième de couverture, donc c'est pas auto en fait, déjà c'est trois, c'est lui et quelqu'un d'autre que lui dont il est étonné lui-même d'être ça. Et donc il le redécouvre et c'est jamais une constante et c'est jamais une assurance, et donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette qualité de nudité qui est probablement une des grandes qualités de vérité poétique de son travail et de ce livre. Je crois qu'on était à l'écoute de quelque chose qui était en train de se faire, à la fois dans une forme d'excitation mais aussi de grande émotion, et qu'on a laissé aussi ça parler, c'est-à-dire de l'émotion, un peu à l'état vif, à l'état brut, sans forcément toujours s'en donner les raisons, sans toujours tout expliquer, tout déplier. Ce livre se faisait en même temps que Feston, la cantate arrivait. Quand je regarde le livre maintenant, sur Feston, il y a quelque chose qui me... c'est un furet, mais c'est aussi un dauphin, Feston. Et il plonge sous les images et ressurgit. Et je ne saurais jamais ce qu'il dit sous les images. Mais je sais qu'il continue à parler. On était tous partis chercher quelque chose dont on ne savait pas ce que c'était exactement. Donc on cherchait ensemble. Et ce qu'on peut dire, c'est que du fait de ce passage à un moment donné au téléphone, il y a eu des très grandes conversations. Alors elles sont dans le livre et pas visibles, mais il y a eu des moments de grandes conversations téléphoniques, poèmes. Avec leur rythme, avec nos échanges, avec leur silence, avec parfois, enfin souvent, même chaque fois, je crois que quand on se séparait, après des heures comme ça, on faisait ça un certain jour et on parlait des heures. Et quand on raccrochait, on avait l'impression tous les trois de sortir d'un poème. La poésie sous toutes ses formes est quelque chose de très très précis. De très précis. La poésie dit le poids et a conscience du poids de la venue de Hohlefeld qui est 33 grammes. Donc on le dit. Et ça fait un élément du poème. Que ce chef-d'œuvre d'il y a 35 000 ans, cette extraordinaire innovation dans l'ordre de la sculpture occidentale, à 33 grammes, pèse 33 grammes, il y a 35 000 ans. Et ça, on dit ces choses-là, on est conscient du poids des choses, on est conscient de l'odeur des choses, et on essaie de transcrire avec le maximum de précision la libellule. Et j'essaie d'être très très précis dans la légende de la libellule. Vraiment, certaines des légendes sont des exercices de précision, de dire au millimètre l'événement, les sensations, la couverture de match, la mort de Matisse, l'encart avec la guerre dans les Aurès. Ça c'est une vie, la vérité d'une vie, c'est dans des livres, c'est un tissu de précision. Proust est l'un des types les plus précis au monde. J'ai pris des leçons de précision dans Proust. Et ça se travaille, déjà la précision. Il faut travailler ça très très jeune, il faut commencer très jeune. Comme le violon, ça se pratique très très loin. On va commencer le violon à 50 ans. La précision, c'est une des bases du boulot. Et les grands maîtres sont là pour vous donner des leçons. Il n'y a qu'à voir. Rembrandt, c'est très très précis. Donc, quand Stiglitz photographie Georgia O'Keeffe, il y a une précision océanique, totalement océanique. Il faut être océanique et précis. Et donc, ça exclut le flou, ou ça n'utilise qu'avec parcimonie, parce qu'il y a toutes sortes de ressources au métier, et de temps en temps, au milieu d'un tissu très très dense de précision, on peut introduire du flou.
Mais là, le flou devient excitant pour rendre la précision encore plus précise. Et ça, je pense que vous m'avez fait chercher le rend très évident. C'est un livre aussi qui rend évident la façon dont on fait ce métier d'écrivain. Enfin, il n'y a pas une seule façon de le faire, évidemment. La façon dont j'ai fait ce métier d'écrivain. Au passage, à propos du métier d'écrivain, on n'a pas dit que Sophie et Adrien ont aussi écrit un index chacun dans le livre. Il y a des pages d'index. Ils ont composé un index, je dis parce que eux ne vont sûrement pas vous le dire. Et c'est une des choses qui donne beaucoup de vie à ce livre, c'est leurs index respectifs. De mon travail, ils ont imaginé un index de quelques mots choisis, avec parfois quelques autres mots pour commenter les mots choisis, puis ça serait sans fin, parce que ces commentaires en appelleraient d'autres, etc. Enfin, ça, c'est le début d'un mode inédit de recherche et de navigation dans un travail poétique. Et ça c'était... Moi, j'adorais qu'ils fassent ça. Et évidemment, on aurait envie de leur donner à chacun un espace énorme. Et c'est aussi partie active et très considérable du livre. Encore une idée géniale de Sophie, ça. Si. Moi, j'ai pris des leçons de précision en faisant ce livre. Je pense que je suis quelqu'un de très imprécis, en l'occurrence. Et j'ai vraiment beaucoup appris la précision. Et l'un des lieux de précision est un endroit fondamental dont on n'a pas encore parlé. C'est la table qui ne s'appelle pas table des matières, qui s'appelle juste table. Et je crois vraiment que c'est un texte à part entière. Et c'est pas un récapitulatif ou voilà. C'est un autre texte du livre, vraiment. Où là, la question de la précision et de la respiration dans la précision, elle est là, vraiment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et on a essayé que cette table soit aussi un lieu d'invention et de surprise. Oui. Dans le maximum de précision et aussi dans l'invention. Et donc, effectivement... on a adoré la faire, en fait. On a adoré la faire, on s'est aussi amusé. Oui, on a beaucoup ri, on s'est surpris nous-mêmes. Oui, on s'est surpris nous-mêmes. Et puis quand j'arrivais avec certaines légendes, ça surprenait. Puis parfois je captais et j'incorporais dans les légendes des choses qu'ils me disaient au téléphone ou quand on se voyait. Donc j'ai sans scrupule pris, malaxé des choses qui ne sont pas de moi du tout, qui sont soit de Sophie, soit d'Adrien, que j'ai mis dans les proses de légendes. Et après, ça nous a beaucoup amusé de voir tout ça revenir et sous un angle inattendu. Mais le premier surpris, évidemment, c'était moi. Si l'écriture ne surprend pas celui qui l'a fait, c'est pas la peine de continuer. La question, c'est cette explosion du féminin, en fait, dans le livre. Mais quand je dis ça, j'ai conscience que je ne sais pas trop ce que je dis, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas trop, au fond, ce que j'appelle le féminin. Ce que je sais, c'est que je ne le situe pas par rapport à autre chose. Je ne le situe pas en opposition, pas en différenciation, pas en revendication. Je le situe comme une présence. Et ce qui, alors, à tous les endroits, c'est pas simplement dans les images elles-mêmes, c'est aussi que c'est un livre où on va trouver des textes d'Anne Portugal, d'Emily Dickinson, de Madame de Lafayette, de la Comtesse de Ségur. C'est un livre où il y a Pina Bausch, où il y a Teresa de Kersmaker. Voilà, et j'en oublie. Alexandria Ocasio-Cortez. Alexandria Ocasio-Cortez, merci beaucoup. Et je sais, Svetaeva, évidemment, etc. Je ne vais pas faire une liste, c'est pas le but. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point ce que moi j'appelais comme ça l'expression du féminin était à la fois des explosions de sensualité et en même temps des endroits très durs, des endroits très incisifs, des endroits sans concession, vraiment des endroits d'énergie pour moi vitale. Alors je ne sais pas, voilà, ce mot féminin, je ne sais pas quoi en faire, vraiment.
Mais ce qui me semblait important, c'est que c'était présent dans une espèce d'énergie un peu sauvage et dure aussi. C'est pas du féminin au sens d'une espèce de sensualité amolie. Voilà. Et ça m'a frappée. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais ça m'a à la fois l'explosion et à la fois ce que ça portait d'énergie. Ben, parce que c'est aussi la question du corps. Et la question du féminin, la question du corps, la question de l'éros, tout ça. Chez Dominique, ça s'articule. Il y a un endroit où vous dites avec l'éros commence la responsabilité. C'est présent dans le livre. Cette question du féminin, elle fait un avec ça et avec ce rapport de votre écriture au corps de la langue, au corps des êtres, au corps du monde. Oui. Il me semble. Oui. Il y a la présence aussi dans ce livre d'un montage d'extraits de Suzanne Oh. Je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce tout à fait. Il y a une phrase, je ne la dirai pas en anglais parce que je ne suis pas capable de prononcer une phrase en anglais, mais qui dit que les larmes sont une chose intellectuelle, je traduisais littéralement. Et je me suis aperçue aussi que la question des larmes dans le livre, elle était essentielle. C'est à la fois des lieux, la larme, c'est aussi une présence amoureuse, c'est la souffrance aussi, c'est l'émotion, et à chaque fois c'est une parole. C'est-à-dire, voilà, je crois, et c'est quelque chose qui ça revient plusieurs fois dans le livre, il y a plein de larmes, sous des formes très différentes. La première image du livre sont des clématites. Et Dominique a écrit un très beau texte sur le mur des clématites à Bagatelle, et c'est vraiment aussi un mur de larmes, avec tout ce que les larmes, dans toute leur possibilité de sens, c'est des accès de sens. Vraiment. Oui, la question du sexe, comme c'est dit dans le livre, et je crois que c'est le seul endroit du travail de Dominique où c'est dit, c'est une expérience de l'espace. L'art est une expérience de l'espace, le sexe est une expérience de l'espace, mais en aveugle, écrit Dominique à cet endroit-là, et il faut penser ça dans cette question. Donc aussi la question du féminin dont parlait Sophie, c'est un rapport à l'espace, c'est un rapport au monde, c'est un rapport à la présence, c'est un rapport au corps, c'est un rapport à l'écriture. C'est cet engagement qui n'a pas les allures d'un engagement ordinaire, mais qui est un engagement de responsabilité d'écrivain. J'ai eu peur tout le temps, et je me suis amusé tout le temps. Et je crois nous trois. Oui. Et ça serait bien si les personnes qui lisent Vous m'avez fait chercher, s'amusaient. Nous serions heureux. Entre autres. C'est un livre très grave aussi, qui a beaucoup de gravité, mais il n'y a pas excuse non plus qu'il y ait... voilà. La page avec le chien de ma femme, le bouquet des fleurs de fabuleux Mogador, et une espèce de feu d'artifice, si on peut dire, des titres de mes livres, des dos de mes livres, G.P. Howell, est aussi fait pour quelque chose, il y a quelque chose de très important, qui est le titre de mes livres. C'est qu'il y a quelque chose de plus important pour un écrivain, mais il faut le faire de façon amusante. De façon amusante de dire du même auteur. Lequel constamment est amené à dire non, mais c'est pas du même auteur. Enfin, c'est qui d'abord, moi je suis pas le même que moi. Vous m'avez fait chercher. Je crois que c'est moi qui l'ai trouvé, mais très vite. Très vite. Je crois la première séance. Oui. Très vite. Il m'a sauté aux yeux et il disait à la fois que les images, maintenant qu'elles étaient là,
disons, chacune disait à nous trois, voilà, vous m'avez fait chercher, mais c'est pourquoi faire? Pourquoi on est là? On est là pourquoi? Et puis, moi, j'avais le sentiment que c'était un rendez-vous où on m'avait sommé d'apparaître, de revenir en scène, alors que j'étais plutôt réticent, pour ne pas dire plus. Mais voilà, mais je suis là maintenant. Et qu'est-ce qu'on va faire? Vous m'avez fait chercher, vous m'avez convoqué. C'est moi qui parle aux images cette fois-ci. Et aussi un peu à ces deux-là, à Adrien et à Sophie, qu'est-ce que je fais de moi-même là? Voilà, ça avait tous les sens possibles et ça restait très ouvert, c'était bien. C'était bien que ce soit ouvert et que chaque lecteur, quand même, peut se retrouver dans ce titre-là.